Vous êtes sur Mondico Télévision. Madame, Monsieur, bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, le sommaire. L'Ouganda persiste dans sa position de déni de toute implication dans le soutien au M23 et appelle à une communication officielle et détaillée des Nations Unies pour pouvoir répondre de manière appropriée aux accusations formulées. C'est ce qui ressort des échanges ce vendredi 19 juillet 2024 entre la vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba Kazadi et les chargés d'affaires de l'Ouganda en RDC Matata Twaha. La trêve humanitaire annoncée par Washington est prolongée de 15 jours entre l'armée congolaise et les M23 qui devrait prendre fin ce vendredi 19 juillet. Le soutien du Rwanda au mouvement rebelle joue un rôle central dans ces conflits, selon un dernier rapport de l'ONU. Les forces vives dénoncent la fragilité de cette trêve malgré l'implication des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement congolais compte améliorer les outils existants, notamment la loi sur l'électricité qui comporte certaines lacunes pour favoriser le développement du pays. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, l'a dit au cours d'un briefing co-animé dans la soirée du jeudi 18 juillet 2024 à Kinshasa, aux côtés de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Bonsoir. Comme l'a si bien annoncé le sommaire, le chargé d'affaires de l'Ouganda en République démocratique du Congo, Matata Twaha, a été reçu ce vendredi matin par le vice-ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Gracia Yamba Kazadi. Cette rencontre survient après la publication d'un rapport par des experts de Nations Unies accusant l'Ouganda de soutenir les rebelles du M23. Matata Twaha a fermement réfuté ces accusations, dénonçant une manœuvre maladroite des Nations Unies susceptible de refroidir des liens diplomatiques jusque-là cordiaux. Regardez. D'un quelconque mouvement rebelle actif sur le territoire congolais. En outre, cette publication est intervenue alors que le gouvernement ougandais n'a pas été saisi officiellement sur la dite question, a déclaré Matata Twaha. Sur les allégations du soutien au M23, il reste une allégation. Pourquoi devrions-nous soutenir les M23? Notre position a été claire au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous devons travailler ensemble pour éliminer toutes les forces négatives qui nous perturbent, a insisté le chargé d'affaires. Le rapport du groupe d'experts de l'ONU a été rendu public et nous attendons la communication officielle. L'ONU a le devoir de nous transmettre officiellement le rapport pour que nous puissions répondre au contenu. Enflammer les choses n'est pas une bonne pratique. Nous devons recevoir le détail avant de pouvoir réagir de manière appropriée, a souligné Matata Twaha. Kinshasa a toujours pointé du doigt le Rwanda pour son soutien au M23, une accusation désormais étendue à l'Ouganda par le rapport des experts de l'ONU malgré les efforts conjoints pour restaurer la paix dans la région. L'Ouganda persiste dans sa position de déni de toute implication dans le soutien au M23 et appelle à une communication officielle et détaillée des Nations Unies pour pouvoir répondre de manière appropriée aux accusations formulées. La situation demeure tendue alors que les efforts pour stabiliser la région se poursuivent. Parlons sécurité, la trêve humanitaire annoncée par Washington est prolongée de 15 jours entre l'armée congolaise et les M23 qui devrait prendre fin ce vendredi 19 juillet. Le soutien du Rwanda au mouvement rebelle joue un rôle central dans ce conflit, selon un dernier rapport de l'ONU. Les forces vives dénoncent la fragilité de cette trêve malgré l'implication des États-Unis d'Amérique. Regardez. La première trêve en vigueur depuis début juillet était censée faire taire les armes afin de permettre le retour de personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès aux populations vulnérables. Mais celle-ci a été rompue plusieurs fois par des accrochages qui ont opposé le milicien allié de l'armée congolaise aux rebelles du mouvement du 23 mars dit M23. Pourtant, l'annonce de la première trêve avait suscité beaucoup d'espoir au sein des habitants des zones touchées par le combat. Mais son espoir n'a été que de courte durée puisque le 7 juillet, soit 2 jours après le début de la trêve, la ville de Kirumba, sous contrôle du M23, a été attaquée par le milicien Wazalendo, allié de l'armée congolaise.
Ces accrochages se sont poursuivis toute la semaine dans plusieurs localités du territoire de Masisi, au nord-ouest de Goma, le chef-lieu du Nord Kivu. Le 15 et 16 juillet, 7 personnes ont été tuées à Buremana, en territoire de Masisi, par des tirs d'obus provenant des positions du 1-23, rapporte la société civile locale. Dans un communiqué du 11 juillet, le lieutenant-colonel Guillaume Djike Kaiko, porte-parole de l'armée congolaise au Nord Kivu, a accusé l'armée rwandaise d'avoir violé la trêve humanitaire qui était supposée jusqu'au 19 juillet. Depuis fin juin 2024, la rébellion du M23, appuyée par l'armée rwandaise, contrôle plusieurs entités du territoire du Lubero dans le nord de la province du Nord Kivu. Le gouvernement de la RDC a promis de récupérer le territoire occupé par la rébellion. Il y a 48 heures, le chef d'état-major adjoint de l'armée a rendu visite aux militaires au front sur l'axe Butembo-Kirumba afin de remonter leur morale dans cette zone où, début juillet, 25 militaires ont été condamnés à la peine de mort pour fuite devant l'ennemi. Mais jusque-là, la psychose règne dans le chef des habitants de zones touchées par ces conflits qui ne savent plus à quel sens se vouer. Sur un autre volet, une réunion d'évaluation de conditions sécuritaires pour la suite du processus électoral a été organisée ce jeudi 18 juillet 2024 à Kinshasa, en RDC, dirigée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Cette réunion était convoquée pour étudier les voies et moyens en vue de la sécurisation des élections législatives nationales et provinciales dans les territoires de Massi-Manimba, Yakoma et Kwamut. Les élections dans ces régions ont été annulées pour tentative de fraude d'une part et d'autre part à cause de l'insécurité. Le détail dans cet élément. Les responsables de la sécurisation du processus électoral en RDC et les services en charge de la sécurisation des circonscriptions électorales dont les élections du 20 décembre 2023 n'avaient pas été prises en compte ont répondu présent à la réunion tenue à Kinshasa le jeudi 18 juillet 2024 sous la direction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a déclaré que cette rencontre du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral est la première depuis l'investiture du gouvernement souminois. Le patron de la sécurité a précisé qu'il s'agit de faire un état de lieu du processus électoral débuté depuis l'année passée jusqu'à ces jours pour réfléchir sur les mesures à prendre afin de sécuriser les élections législatives qui seront organisées à Kwamut, Massi-Manimba et Yakoma dans les jours à venir. Nous avons souhaité cette réunion pour qu'ensemble nous puissions principalement faire l'évaluation de ce processus électoral qui a été l'année passée, sur lequel nous avons certains arriérés aussi qui sont dus dans certaines circonscriptions à des questions sécuritaires. Le président de la CENI, Denis Kadima, le commissaire général de la police nationale et congolaise et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, ont également participé à cette réunion élargie aux responsables des services de sécurité. Patrick Mouyaya a fait le compte-rendu de la situation sécuritaire du processus électoral. Il était donc question de faire le point de la sécurité autour de ces zones, principalement autour de Kwamut, où on doit commencer par l'enrôlement, ou autour de Massi-Manimba et de Yakoma. Et donc au cours de cette première réunion, les officiers de la police en charge justement du monitoring de la situation sécuritaire ont présenté la situation. Et malheureusement, récemment, il y a encore eu des difficultés ou des problèmes de sécurité du côté de Kwamut, et pourtant la situation était déjà plus ou moins au contrôle. Et donc il a été convenu que d'autres contacts se poursuivront, notamment au niveau de la première ministre, qui pourra avoir l'occasion avec le VPM et la CENI de discuter de ce qui reste. Pour rappel, les élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 de Massi-Manimba et Yakoma ont été annulées pour fraude électorale, corruption, actes de vandalisme et de violence. La circonscription de Kwamut n'a pas été prise en compte pour des raisons d'insécurité qui n'avaient pas permis l'identification et l'enrôlement des électeurs. Les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu ont été écartés pour raisons d'insécurité et d'occupation de certaines localités par les groupes armés, notamment les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda.
Parlons économie dans ce journal. Il s'est tenu à Kinshasa les jeudis 18 juillet autour de la première ministre Judith Suminwa la réunion du comité de conjoncture économique. Il était question d'annoncer la relance de certains projets phares du gouvernement, notamment le projet 145 territoires. Le comité a également mis en place des mécanismes contre la fraude minière et pétrolière afin de maximiser les recettes de l'État. Suivez les propos du ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba au sortir de cette réunion. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Et en société, les autorités congolaises s'attellent à améliorer la desserte en eau et électricité. Pour ce faire, les gouvernements de la République démocratique du Congo comptent améliorer les outils existants, notamment la loi sur l'électricité qui compte certaines lacunes. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, l'a dit au cours d'un briefing co-animé dans la soirée du jeudi 18 juillet 2024 à Kinshasa, aux côtés de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Suivez. La République démocratique du Congo dispose d'importantes ressources hydrauliques et d'électricité, mais la desserte est encore faible. Le fossé est grand entre les ressources et ce que la population consomme réellement. Pour couvrir le besoin en électricité, le gouvernement s'est mis à la tâche. Pour les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, il faut améliorer la loi sur l'électricité, vieille de 10 ans, et qui comporte beaucoup de lacunes. Avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. La loi sur l'électricité, elle existe. Et après 10 ans, nous avons constaté certaines lacunes que nous voulons améliorer, notamment dans le régime juridique d'attribution des titres, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que 10 ans après, on n'a pas vu notre secteur d'électricité s'accroître, on n'a pas vu de nouveaux projets parce qu'il y a des difficultés dans l'octroi des titres. La loi existe certes, mais il se pose un problème de planification. Les actions ne sont pas correctement planifiées. Ces manques de planification empêche une desserte correcte de l'eau et l'électricité. L'acquisition de tout titre, il est demandé à ce que ça soit procédural. Commencer par des études de faisabilité dont nous avons du mal à financer. Généralement, on passe par des tiers que l'on invite à participer, à financer ces études-là. Mais une fois que nous avons ces études qui arrivent pour passer à l'étape suivante qui est l'octroi des titres, des concessions, etc., on se retrouve dans une difficulté que l'on doit se confronter à la loi. La loi, par exemple, qui demande d'aller en avis de manifestation d'intérêt alors que nous avons un partenaire privé qui a investi. Cette situation crée des difficultés qui font que nous passons beaucoup de temps en régime d'attribution de titres que d'être en exécution de projets.
En attendant d'accroître la desserte en électricité, les autorités essayent de maintenir un équilibre entre la demande de la population et les besoins en énergie électrique des compagnies minières. Toutefois, c'est grâce aux factures payées par ces compagnies minières que les trésors publics réalisent des recettes substantielles pour la marche du pays. Le secteur de l'eau, aujourd'hui, nous avons presque 1 300 000 mètres cubes d'eau qui est fourni, alors que le besoin est autour de 3 500 000 mètres cubes par jour. Nous avons la consommation en termes d'usines. 80% de l'eau traitée vient de l'eau de surface et une vingtaine de pourcents qui viennent par l'eau souterraine, donc de fourrage. Alors, nous avons mis en place aujourd'hui, la première mesure, c'est la sécurisation des centres de captage d'eau. Où est-ce que nous allons trouver de nouveaux sites? Nous les identifions, nous les sécurisons parce qu'il y a une question de pollution aujourd'hui. Et cette pollution, ça doit être... nous devons mettre des mesures et une politique pour pouvoir assainir tous ces endroits. Et nous avons fait, aujourd'hui, nous avons lancé une procédure d'identification pour procéder à une sécurisation de ce site-là. À propos de l'eau, le déficit est également saisissant. Selon le ministre Teddy Luamba, le besoin journalier est de 3 500 000 mètres cubes alors qu'il n'y a que 1 300 000 mètres cubes disponibles. Les autorités ont du pain sur la planche pour améliorer l'offre en électricité et en eau potable. Toujours en société, la spoliation du cimetière Mayanda, situé dans la ville de Boma, dans les secteurs de Boma-Bungu, territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Les spoliateurs ont transformé cet ancien cimetière non désaffecté en un quartier habitable. Ils ont empiété à l'emprise de l'État. À cet endroit, les nouveaux occupants construisent des maisons, mais d'une manière anarchique. Le constat a été fait par le chef de ces secteurs, Edouard Nzuiki, après qu'il ait effectué une descente sur les lieux avec le conseil local des sécurités, les services du cadastre et d'urbanisme. Regardez. Le respect dû aux morts et aux lois de la République ne sont plus de mise dans l'ancien cimetière Mayanda dans les secteurs de Boma-Bungu, dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet ancien cimetière non désaffecté et l'enclos qu'abritent les secteurs sont spoliés. Certaines personnes ont acquis des terrains dans ce coin avec la complicité de quelques services de l'État, dont ceux du cadastre, de l'urbanisme et autres. Certains observateurs accusent même l'ancien gouverneur de province, les tombes profanées, les bornes de limitation de ces secteurs sont illégalement déterrées pour construire des maisons ou encore aménager des terrains en vue de construire plus tard. Cette situation a mis en mal Edouard Nzuiki, chef de ce secteur, ce qui a justifié une descente sur terrain avec le conseil local de sécurité, aussi les services attitrés en vue de s'enquérir de la situation. Moi j'ai constaté qu'on a délimité les secteurs. Et on a mis les bornes. En le mettant des bornes, c'est qu'il y avait un plan. Ou bien, d'une manière générale, il y avait les cartographies de l'endroit. Je suis vraiment sidéré de voir, on a spolié les terrains de l'État. Les camps, secteur de Boma-Bungu, la superficie est moindre par rapport à ce qu'on nous a légué les colons ou bien nos prédécesseurs. Moi, je suis là pour mettre de l'ordre. La population victime d'empiètement n'est pas restée silencieuse. Elle veut rentrer dans ses droits et encourage le chef de ces secteurs à en finir avec cette situation inquiétante. Ce qui se passe ici, c'est par rapport aux instructions qui se font le long de la route que les ayants droit avaient laissé pour donner accès à ceux qui sont aux alentours d'amener leurs marchandises sur la grande route ou bien garer les gros véhicules. Bizarrement, nous avons trouvé plusieurs fondations ici. Moi, je suis de Boudidia Congo. Nous ne sommes à Kilongo. Nous connaissons la vérité. Nous nous sommes intéressés à ces problèmes pour aider nos contemporains et je suis très content du fait que le chef du secteur a pris la décision pour établir cette route. Après avoir effectué cette descente, la délégation conduite par le chef de secteur de Boma-Bungu a réservé la primeur de son rapport à sa hiérarchie. Le Boma-Tracien, pour leur part, attendent des actions concrètes pour stopper cette spoliation.
Et à la suite des assassinats répétés de chauffeurs taxi ces derniers jours à Kinshasa, capitale de la RDC, leurs collègues ont fermement condamné ces meurtres qui s'y sont succédés la semaine dernière. À en croire le témoignage de quelques chauffeurs, les infortunés sont drogués, ligotés par le criminel avant d'être achevés. La psychose est montée chez les chauffeurs au point que certains parmi eux ont décidé d'arrêter le travail avant la tombée de la nuit. Question de se mettre à l'abri. Regardez. Ils sont au volant de leur taxi, mais ils ont le cœur lourd. La semaine dernière, ils ont perdu 6 de leurs collègues. Ils ont été enlevés, ligotés par leurs ravisseurs avant d'être assassinés. En dépit de ces climats d'insécurité, les chauffeurs taxi continuent de transporter tout de même le passager. Bien qu'à l'ouvrage, ces conducteurs dénoncent avec véhémence l'assassinat de leurs collègues. Guy Mandiangou et ses pairs sont tristes pour ce qui leur arrive. Ils s'inquiètent aussi de la résurgence du phénomène kidnapping qui a secoué la ville de Kinshasa il y a de cela une année. C'est difficile et triste ce qui nous est arrivé. Ce que nous demandons à l'État congolais, c'est de renforcer sa sécurité, surtout pour nous. Beaucoup de choses nous sont arrivées moi-même. J'ai été victime, c'est difficile et triste. La voiture neuve que j'ai achetée, je n'ai même pas fait 2 mois avec. On m'a tout volé, donc tout est parti. C'était vers 16h au niveau des Kintambo Magasin. Une femme m'a proposé une course express alors que c'était du mensonge. Ils m'ont drogué, j'étais inconscient pendant pratiquement 6 jours. J'ai repris ma lucidité 6 jours après. C'est triste et difficile. La résurgence de l'insécurité dans la capitale a sémé la peur chez certains conducteurs qui désormais décident de finir le travail plus tôt que prévu. C'est le cas de Mika Tumbabou. C'est lui qui est mort là à Super Lemba. Ces petits-là que vous avez vu le main ligoté, c'est notre collègue. Nous travaillons ensemble avec lui. Il habite Ngaba. Tous ces jours, nous passons nos nuits au deuil chez eux. L'insécurité est revenue dans cette ville de manière inquiétante. Le sentiment d'insécurité qui s'est installé vient s'ajouter au problème des tracasseries déplorées par certains conducteurs. José est l'un d'eux. Il souhaite que la police nationale congolaise puisse rappeler à l'ordre quelques brebis galeuses parmi ces éléments afin de privilégier la sécurité des personnes et de leurs biens dans la capitale. Nous, conducteurs, notre travail est de transporter les clients, mais je n'ai pas le moyen de savoir que la personne est mauvaise. Donc l'État congolais ne nous sécurise pas. Nous voyons les jeeps de la police circuler. Quand nous voyons ces jeeps venir, nous pensons qu'elles viennent pour nous sécuriser, mais certains d'entre eux viennent pour nous arrêter. Les autorités compétentes ont déjà pris des mesures pour mettre fin à cette situation. Le commandant de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, avait déjà réuni le membre de l'association des chauffeurs du Congo, ASICO, le week-end dernier pour rassurer des efforts déployés par la police nationale congolaise à rechercher le criminel et renforcer la sécurité de toute la population quinoise. Le commandant de la ville a mis à la disposition des chauffeurs et de toute la population des numéros de téléphone pour signaler tout mouvement suspect afin de permettre à la police d'intervenir en toute urgence. Pour cette semaine qui a commencé, la situation est sous contrôle car aucun cas d'enlèvement n'a encore été signalé. Un mot de sport dans ces journaux. La ville de Kinshasa accueillera du 16 au 25 août la prochaine édition de l'Union de fédérations de football d'Afrique centrale, UNICAF en sigle. Après 2 éditions disputées à Malabo, Kinshasa accueillera cette fois les tournois de qualification zonale lors de la 5e édition de la Ligue de champions féminine. Enoch Kalonji pour plus de détails. L'inscription des athlètes débutera selon l'instance du football africain à partir du 5 août prochain. Quant au format d'un contre tous est maintenu, ainsi le champion est celui qui accumule plus de points après les 3 oppositions avec ses 3 différents adversaires. Pour prendre part à la phase finale de la Ligue des champions de la CAF 2024, il est recommandé de participer au tournoi zonal. Pour ce qui est de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, UNIFAC, le club concerné vont se disputer un seul ticket pour la phase finale. En outre, en cas d'égalité, le champion sera décidé en application de l'article 71 du règlement de la compétition. Le football club féminin Mazembe représentera la République démocratique du Congo après son doublé comme la saison dernière.
le championnat national ainsi que la Coupe du Congo. En 4 éditions depuis son invention, la Ligue de champions féminine de la CAF a déjà vu la participation suivante de l'UNIFAC, Malabo Kings 2020-2021, le FEFS Mazembe 2021-2022, Malabo Kings encore 2022-2023 et Huracanes FC 2023-2024. Pour rappel, Huracanes de la Guinée équatoriale, vainqueur de la précédente édition du tournoi de l'UNIFAC, avait représenté la zone après avoir éliminé Mazembe mais n'a pas pu se qualifier pour la deuxième fois de suite. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Nous sommes au Kenya où un tribunal kenyan a suspendu la décision de la police d'interdire les manifestations dans la capitale Nairobi et ses environs jusqu'à nouvel ordre. Mercredi, la police a pris cette décision en invoquant l'absence des leaders qui rend difficile le maintien de la sécurité, ajoutant que les manifestants avaient été infiltrés par des criminels. Merveille Loabéa. Cette décision de la Haute Cour intervient après un mois de manifestations antigouvernementales au cours desquelles des dizaines de personnes ont été tuées. D'autres manifestations étaient prévues le jeudi 18 juillet dans la ville, mais elles n'ont pas eu lieu. Le centre-ville de Nairobi a été au cœur de manifestations organisées par les jeunes qui ont également eu lieu dans tout le pays. Les manifestations ont débuté contre les augmentations d'impôts impopulaires, mais après leur retrait, elles se sont élargies pour inclure des demandes de démission du président William Ruto. La Haute Cour a ensuite suspendu temporairement l'ordonnance dans l'attente de l'examen d'une plainte déposée par une organisation de défense de droits civils. L'interdiction a suscité l'indignation en ligne, certains faisant valoir que la police n'a pas tel pouvoir, la loi kenyane donnant aux citoyens le droit de manifester. Une forte présence policière a été observée dans la capitale en prévision de manifestations. C'est cet élément qui met fin à ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de titres. L'Ouganda persiste dans sa position des dénis de toute implication dans le soutien au M23 et appelle à une communication officielle et détaillée des Nations Unies pour pouvoir répondre de manière appropriée aux accusations formulées. C'est ce qui ressort des échanges ce vendredi 19 juillet 2024 entre la vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba Kazadi et les chargés d'affaires de l'Ouganda en RDC Matata Twaha. La trêve humanitaire annoncée par Washington est prolongée de 15 jours entre l'armée congolaise et les M23 qui devrait prendre fin ce vendredi 19 juillet. Le soutien du Rwanda au mouvement rebelle joue un rôle central dans ces conflits, selon un dernier rapport de l'ONU. Les forces vives dénoncent la fragilité de cette trêve malgré l'implication des États-Unis d'Amérique. Le gouvernement congolais compte améliorer les outils existants, notamment la loi sur l'électricité qui comporte certaines lacunes pour favoriser le développement du pays. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, l'a dit au cours d'un briefing co-animé dans la soirée du jeudi 18 juillet 2024 à Kinshasa, aux côtés de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de votre attention soutenue. Merci à l'équipe registrale. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.